Quand on passe un peu de temps sur internet, on a souvent l'occasion d'entendre des mashups, ces fameux mélanges de plusieurs musiques déjà existantes. C'est un genre musical qui connaît un grand succès, particulièrement ces dernières années, et naturellement on peut être amené à se dire que cette culture du mashup s'est certainement développée avec internet et les vidéos en ligne, et que c'est finalement assez actuel de s'amuser à détourner des musiques comme ça. Mais en fait non, ce principe battait déjà son plein à la Renaissance, et à l'époque en France on appelait ça une fricassée. Et je pense que ça mérite un épisode pour en parler. Au XVIe siècle, la fricassée, c'est ni plus ni moins qu'un ragoût, c'est-à-dire un mélange de différents aliments, notamment de différents morceaux de viande. En France, on décide donc à cette époque de nommer fricassée les compositions où sont mélangés différents textes et mélodies déjà connus. Concernant le choix d'un nom culinaire, la France fait pas exception, on n'est pas les seuls, puisqu'en Espagne, on appelle ça une ensalada, donc une salade, qui est en gros une fricassée, mais dans laquelle on aime particulièrement mélanger les langages différents. Si on lui a donné ce nom particulier à la Renaissance, c'est que le genre connaissait un très grand succès. Car on adore à cette époque citer, faire référence à, et surtout jouer avec l'auditeur qui devra reconnaître ces citations. La fricassée est une culmination de ce goût pour la référence, puisqu'on va chercher à créer un morceau entier uniquement à partir de citations. Le cas le plus fréquent, ça va être d'avoir un morceau pour voix, souvent 4, où chacune va chanter sa ou ses chansons différentes des autres. On superpose donc des chansons. Comme le but ça va être que le public reconnaisse ces chansons, eh bien on va souvent utiliser le début de celle-ci ou bien le passage le plus connu. Comme dans cette fricassée anonyme de 1536, constituée de plus de 40 débuts de chansons différents. Par exemple, le début de cette fricassée est le mélange entre « Je m'en vais au Verbois »,« Amoureux je suis d'une plaisante brunette » et « Quand je bois du vin clairet, tout tourne ». Je pourrais vous faire écouter ça, mais pour que vous fassiez une meilleure idée de ce que ça donne quand on connaît les mélodies utilisées, je me suis lancé le défi de composer une mini fricassée à partir de quelques chansons connues de notre époque. J'ai choisi Les Démons de Minuit, Libéré délivré, Pokémon et oh, on rentre du boulot. En somme, superposer des mélodies comme ça, c'est faire du contrepoint. Contrepoint dont vous savez tout, puisque vous avez vu l'épisode 4 des Dessous des covers. Et donc à l'époque suivante, la période baroque, puisque le goût pour le contrepoint ne s'est pas atténué, loin de là, eh bien on va continuer à écrire des fricassés. Sauf qu'à cette époque, Excite la nourriture, on utilise le nom plus officiel, entre guillemets, de quodlibet. Du latin quodlibet, qui signifie ce qu'on veut ou plaisanterie. Ce qui souligne un peu l'idée de jeu qu'on lui prêtait à ce moment-là. À l'époque baroque, donc, l'exemple le plus célèbre de quodlibet est contenu dans une œuvre incontournable du répertoire pour clavier, les Variations Goldberg de Bach. Le principe des variations Goldberg est le même que pour tous les autres airs et variations, c'est qu'un air initial va être varié, trituré dans tous les sens 30 fois de suite, à travers donc 30 variations, pour donner à chaque fois un résultat nouveau, tout en conservant bien sûr toujours une part de l'air initial. Et après 29 variations où Bach nous livre tout son génie d'écriture contrapuntique, des variations plus difficiles les unes que les autres, certaines magnifiquement expressives, d'autres recélant des énigmes mathématiques. Après tout ça, la 30e variation arrive, et là, bim, un mashup. Enfin, un quodlibet. Il va tout d'abord garder la structure et surtout la basse de son air initial, et va s'amuser à rajouter par-dessus deux mélodies populaires allemandes très connues à l'époque, Ich bin so lang nicht bei dir gewesen, et Kraut und Rüben haben mich vertrieben. Ouais, alors si on parle pas allemand, on a l'impression que c'est très sérieux. Évidemment, si on traduit, ça donne « Il y a si longtemps que je ne suis plus auprès de toi ». Et « Chou et Rave m'ont fait fuir. Si ma mère avait fait cuire de la viande, je serais resté plus longtemps ». Et donc il utilise ces deux thèmes populaires, l'un sur l'autre, en canon, etc., tout au long de la variation, et nous offre ainsi un très beau quodlibet.
Point amusant, la première de ces deux chansons était souvent utilisée à l'époque de Bach à la fin des soirées de bal pour signifier aux gens que la soirée touchait à sa fin. C'est donc certainement volontairement que Bach l'a utilisée à la toute fin de ses variations Goldberg, qui en fonction des versions durent jusqu'à 1h30, comme pour en annoncer la fin également. Ce qui est encore plus amusant, c'est qu'aujourd'hui, quand on cherche ces deux chansons populaires, par exemple sur YouTube, on les trouve plus, ou difficilement, alors qu'évidemment on tombe tout de suite sur la 30e variation des Goldberg, comme si elle les avait immortalisées dans l'écrin éternel de sa perfection. Ce que ça nous montre également, c'est que les compositeurs, même les plus illustres, ont toujours eu le désir de s'amuser, d'utiliser les thèmes populaires, les thèmes de tous les jours, même jusque dans leurs plus grands chefs-d'œuvre. Ensuite, en revanche, ça se gâte un petit peu pour nos Quodlibet, particulièrement au 19e. Bien sûr, on continue à faire des citations, des références, à réarranger des œuvres, etc. Mais le goût n'est plus à composer des musiques uniquement à partir d'autres musiques et à se prêter à tous ces jeux contrapuntiques. C'est au 20e siècle que le Quodlibet reviendra plus franchement avec des compositeurs comme Weill ou Cage, et surtout il fera son entrée dans un univers que vous connaissez bien, celui de la musique de film. Dans ce domaine, le mash-up peut par exemple servir à représenter une confrontation, comme dans cette scène poignante de Casablanca où des nazis entament Die Wacht am Rhein, hymne non officiel de l'Allemagne nazie, et que pour les faire taire et résister en quelque sorte, on entame la Marseillaise par-dessus, provoquant ainsi une superposition entre les deux morceaux. Autre exemple, le mash-up peut faire fusionner plusieurs thèmes qui ont été présents tout au long d'un film, comme dans Orange Mécanique. Dans ce film, on peut par exemple entendre l'ouverture de La Pivoleuse de Rossini, Singing in the Rain, ou encore le Dies Irae. Le Dies Irae, en gros, c'est un thème musical du Moyen-Âge, pas très joyeux, puisque le texte qui est rattaché traite d'apocalypse. Et pour une scène du film, Wendy Carlos a décidé de composer un morceau à base de Dies Irae, ponctué de quelques fragments résiduels de Pivoleuse et clôturé par une petite réminiscence de Singing in the Rain. Cet effet est particulièrement intéressant pour souligner la complexité du personnage principal, faire se mêler des musiques qu'on a entendues dans un autre contexte plus tôt dans le film, et souligner tout le dramatisme de ce qui lui arrive, en particulier à ce moment-là du film. Ceux qui connaissent bien le film me diront qu'ils n'ont jamais entendu ça, ils auront raison, puisque Wendy Carlos l'a composé, mais ça n'a pas été retenu pour la bande originale définitive du film, je vous mets le lien en description. Pour conclure, derrière un genre musical qui peut paraître anecdotique ou simplement divertissant, se cache en réalité toute une histoire et surtout un intérêt très fort. Celui de faire le pont entre différents univers, différents styles, différents compositeurs, lier le savant et le populaire, faire se rejoindre un défi combinatoire complexe et l'évidence de musique connue par tous. Parfois aussi, comme dans la musique de film, il peut s'agir d'un geste expressif très puissant. Bref, le mashup c'est beaucoup de choses, alors écoutez-en, je vous mets évidemment plein de liens en description, et je vous laisse avec une citation de Pablo Picasso, qui souligne l'intérêt pédagogique possible du mashup. Pour apprendre quelque chose aux gens, il faut mélanger ce qu'ils ignorent et ce qu'ils connaissent.